Imaginez des bactéries d'un nouveau genre, les bactéries miroirs, capables d'aider à lutter contre les cancers, mais susceptibles dans le même temps de détruire les animaux, les plantes, l'humanité entière, bref, toute trace de vie sur Terre. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas lutter contre et qu'elle détruirait l'espèce humaine et au-delà la vie ? Je pense en effet qu'on ne pourrait pas lutter contre. Un tel scénario catastrophe n'est donc pas exclu. J'en discute ici avec David Bicard, directeur du laboratoire de biologie de synthèse à l'Institut Pasteur. Il m'explique pourquoi des scientifiques du monde entier alertent aujourd'hui sur la nécessité de mettre en pause la recherche sur ce qu'on appelle la vie miroir. Je vous rassure, même parmi les scientifiques, beaucoup ne savent pas ce qu'est la vie miroir. C'est un concept qui est venu sur la scène récemment. En fait, la vie miroir vient de l'observation que la plupart des molécules qui constituent le vivant, donc l'ADN, les protéines, l'ARN, ont une forme d'asymétrie qui font qu'on ne peut pas les superposer à leur image dans un miroir. Vraiment comme en fait nos deux mains. Elles sont une image quasi parfaite l'une de l'autre dans le miroir, mais si on essaye de les superposer, on voit que ça ne colle pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre le gant d'une main gauche à une main droite. Donc la même chose est vraie pour, comme je disais, ADN, protéines, etc. Et donc, le concept de la vie miroir, c'est de se dire qu'est-ce qui se passerait si on prenait justement l'image miroir de toutes ces molécules du vivant, ou même carrément l'image miroir d'un organisme entier, ou d'une bactérie, pour partir déjà de quelque chose de très simple. Est-ce que déjà ça pourrait exister? Et si ça pouvait exister, est-ce qu'on serait capable de le fabriquer? Est-ce que ça pourrait survivre dans notre environnement? Et si c'était le cas, est-ce que ça serait dangereux ou pas? Alors j'ai un peu bossé le sujet avant, moi j'y connaissais rien. J'ai découvert des termes comme chiralité, cette asymétrie dont vous parlez. Je crois que c'est d'ailleurs Pasteur, Louis Pasteur, un Français, qui a découvert ça. Est-ce qu'on sait comment ça se fait? Il y a un côté un peu étonnant que la vie ait été faite comme ça, de manière asymétrique. C'est une question scientifique passionnante, en fait. A priori, aux origines de la vie, dans la soupe primordiale, les acides aminés, qui sont un peu ces briques fondamentales des protéines, ou les acides nucléiques, qui sont les briques fondamentales de l'ADN et de l'ARN, existaient sous les deux formes des deux côtés du miroir, donc les deux formes de la chiralité. Mais la vie est devenue dominante en fait d'un côté du miroir, et vraisemblablement dans ce processus de création de la vie, il y a un avantage à être compatible avec ce qui existe, parce que si on a des enzymes d'un côté du miroir qui fabriquent des protéines, des sucres, d'autres choses de ce côté-là du miroir, eh bien, si on est capable d'utiliser ce même côté du miroir, eh bien, on est compatible et ça marche mieux. Donc il y a ces phénomènes de compatibilité qu'on voit dans des choses beaucoup plus pragmatiques, même de la vie courante. Toutes les vis et les écrous se vissent dans le même sens. Et on comprend bien que si quelqu'un se mettait à fabriquer une vis avec un pas de vis qui tourne dans l'autre sens, ça ne marcherait pas et ça n'aurait aucun succès. Donc là, il y a un peu la même chose avec la vie. Alors il se trouve qu'en décembre 2024, dans le magazine de référence Science, il y a eu une tribune signée par 38 scientifiques du monde entier qui en fait ont tiré la sonnette d'alarme, si je peux dire, qui ont dit qu'il y avait un danger, des dangers, à continuer la recherche sur cette vie miroir. Pourquoi ? Donc c'est un groupe de chercheurs qui en fait a fait, c'est une expérience de pensée de qu'est-ce qui se passerait si on était capable de créer cette vie miroir. Même si on sait depuis longtemps que en fait, la vie, l'ensemble de la vie n'existe que d'un côté du miroir, personne n'avait vraiment réfléchi avant à cette possibilité de pouvoir aller de l'autre côté du miroir. En fait, personne ne s'était dit avant que ça serait un jour possible. Et donc il y a eu cette prise de conscience en fait, récente que en fait, c'est peut-être pas impossible de créer artificiellement de la vie de l'autre côté du miroir. Et en plus de ça, cette réalisation que si on le faisait, ça serait potentiellement très dangereux. Le côté rassurant, c'est qu'en fait, on est encore très loin d'être capable de créer cette vie miroir, mais étant donné le danger qu'on suppose actuellement, en fait, on se dit que c'est déjà le bon moment pour y réfléchir et voir comment faire pour que même si c'est impossible de créer une vie miroir maintenant, ça reste impossible de le faire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Qu'on comprenne bien, parce qu'on parle de vie miroir, mais je crois que le sujet central, c'est les bactéries miroirs. En fait, il y aurait des sortes de bactéries miroirs qui seraient susceptibles de rentrer dans l'organisme, qui pourraient le faire parce qu'elles ressembleraient aux bactéries habituelles. Qu'est-ce qui pourrait se passer ?
Donc si on arrivait à faire cette bactérie miroir, il y aurait des dangers. D'une part, en fait, les premiers dangers seraient vraisemblablement sur l'environnement, puisque alors on pourrait imaginer que ce soit créé dans un laboratoire, mais malgré toutes les précautions prises, on sait qu'il peut y avoir des erreurs humaines et la bactérie pourrait s'échapper, arriver dans l'environnement. Donc la première question, c'est est-ce que quand la bactérie s'échappe dans l'environnement, est-ce qu'elle peut y survivre? Vu qu'elle est de l'autre côté du miroir, on pourrait se dire qu'elle ne va pas forcément pouvoir utiliser toutes les sources de nourriture disponibles dans son environnement. Mais en fait, en regardant de plus près, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des sources de nourriture qui sont utilisables, qui sont des molécules qui n'ont pas cette propriété de chiralité, qui sont là de manière pas très abondante, mais qui sont quand même là. Donc les bactéries pourraient survivre. Donc elles pourraient commencer à se propager dans l'environnement. Et en fait, il y aurait très peu de freins à cette propagation parce que les bactéries naturellement se font tuer par des virus qui les attaquent, qu'on appelle des bactériophages, mais les bactériophages ne pourraient pas tuer cette bactérie. Parce qu'ils ne la reconnaîtraient pas. Ils ne la reconnaîtraient pas. D'autres bactéries qui sont en compétition ne pourraient pas tuer cette bactérie, des prédateurs ne pourraient pas manger cette bactérie. Donc même si elle aurait peu de nourriture, eh ben, elle finirait par pousser et sans doute prendre une place conséquente dans l'environnement et perturber son environnement. Elle pourrait sans doute à terme infecter des animaux, des plantes, des hommes. Et là, notre système immunitaire ne serait pas capable de reconnaître cette bactérie. Et donc, on peut imaginer une forme d'une maladie, d'une septicémie, avec des symptômes très étranges, où notre système immunitaire n'est pas capable de lutter, de reconnaître, mais on est infecté et on pourrait imaginer des conséquences létales. Pour bien comprendre, hein, imaginons si on prend le corps humain, qu'il y a une bactérie miroir donc, qui aujourd'hui n'existe pas, mais si jamais elle existait, elle entrerait dans le corps, par exemple dans le sang, elle pourrait rentrer parce qu'elle ressemblerait à une bactérie habituelle, lambda, mais le système immunitaire ne serait pas en mesure de lutter contre, et du coup elle se développerait, elle se multiplierait et elle tuerait l'être humain, c'est ça? Oui, c'est clairement une des craintes. Et les traitements qu'on a actuellement contre des infections bactériennes, qui sont en fait les antibiotiques dont on dispose actuellement, ne marcheraient pas contre une bactérie miroir. C'est le même problème de la clé et de la serrure. Les antibiotiques sont comme une clé qui doivent entrer dans une serrure. Si la serrure est de l'autre côté du miroir, la clé ne rentre plus, donc l'antibiotique ne marche pas. On peut imaginer créer des antibiotiques aussi de l'autre côté du miroir pour lutter contre ces bactéries, ça fonctionnerait a priori, mais on sait à quel point les bactéries sont capables d'évoluer des mécanismes de résistance aux antibiotiques. C'est un problème actuellement, même dans la vie complètement naturelle, la résistance aux antibiotiques est un problème extrêmement inquiétant, et le même problème existerait de l'autre côté du miroir. Donc ça serait illusoire de se dire, c'est pas grave, si on fait des bactéries miroirs, on pourra les tuer avec des antibiotiques miroirs, tout ira bien, ça il ne faut pas y croire. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, si je comprends bien, c'est que ces bactéries miroirs se multiplieraient, on pourrait imaginer de créer des antibiotiques miroirs pour lutter contre ces bactéries miroirs, mais finalement elles s'adapteraient, et donc est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on ne pourrait pas lutter contre et qu'elles détruiraient l'espèce humaine et au-delà la vie? Je pense en effet qu'on ne pourrait pas lutter contre. Je pense que ça aurait un impact majeur sur nos écosystèmes et sur la vie telle qu'on la connaît actuellement. La vie actuelle n'a jamais été en présence de cette autre forme du miroir. Donc il n'y a aucun mécanisme d'équilibre qui puisse exister, aucun mécanisme de lutte, de compétition. Donc ça potentiellement pourrait vraiment bouleverser complètement les écosystèmes. On peut imaginer avoir une vie extraterrestre complètement différente qui vient sur Terre, quelles seraient les conséquences? Et alors là, on parle du corps humain, mais c'est valable effectivement pour l'ensemble de l'écosystème. C'est que ces bactéries miroirs seraient susceptibles donc de contaminer le corps humain, mais aussi les animaux, les plantes, les sols, l'eau. Ça pourrait concerner toute la vie? Oui, exactement. Et comment ça fonctionnerait? Une bactérie relâchée comme ça pourrait en effet coloniser tout un tas d'écosystèmes et puis pourrait petit à petit aussi commencer à évoluer, à s'adapter, à se diversifier. Donc ça serait vraiment l'origine d'une nouvelle forme de vie qui, a priori, a le potentiel d'évoluer, de devenir une forme d'autre branche de la vie. Est-ce que ce scénario se produirait réellement ou pas ?
C'est très difficile de le dire. Hein. On parle déjà, comme je disais, d'une bactérie. On pense que ça ne sera pas faisable dans les 30 prochaines années, ne serait-ce que de la créer. Alors s'imaginer réellement qu'est-ce qui se passerait si on le faisait, voilà, on est dans des sujets assez délicats de prospective scientifique. Il y a des arguments pour dire que ça pourrait très bien se passer. Il y a d'autres arguments pour dire non, ça ne se passera pas. Par exemple, parce qu'on peut imaginer que notre environnement naturel soit, pour une raison X ou Y, assez toxique en fait pour une bactérie miroir. Qu'elle ne survive pas. Qu'elle ne survive pas, parce qu'elle serait peut-être empoisonnée par telle ou telle molécule qui font qu'elle ne survive pas. Ça serait une bactérie d'une espèce particulière, isolée dans un écosystème complètement étranger. Peut-être que voilà, cette adaptation, cette évolution n'arriverait pas à se faire et que cette vie s'éteindrait assez rapidement si elle s'échappait d'un laboratoire. Mais étant donné le risque supposé, je pense que tout le monde penche en faveur du fait qu'il ne faut pas prendre ce risque. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un consensus scientifique sur ces questions, ou est-ce que les scientifiques ne sont pas d'accord sur ce qui serait susceptible d'arriver ? Alors je pense qu'il n'y a clairement pas de consensus scientifique sur les scénarios, il n'y a pas de consensus scientifique même sur la faisabilité réelle de créer une vie miroir ou sur les échéances sous lesquelles ça serait possible. En revanche, il me semble qu'il y a quand même un semblant de consensus sur si on fait cette expérience de pensée, on est capable de le faire. Est-ce que ça pourrait survivre et est-ce que ça pourrait être dangereux ? Il y a un consensus a priori pour le fait de dire que oui, ça pourrait survivre et oui, ça pourrait être dangereux. C'est pour ça qu'il y a une demande de moratoire. Alors moratoire, ça veut dire en gros, les chercheurs donc, ont fait cette tribune dans le magazine Science en décembre 2024. Il y a eu cette conférence où les scientifiques du monde entier se sont réunis et en gros, dans les deux cas, ils demandent un moratoire sur ces recherches. Moratoire, ça veut dire en fait qu'on arrête de faire des recherches sur la vie miroir. C'est bien ça qui est demandé aujourd'hui ? C'est bien ça. L'idée, c'est d'arrêter de financer des projets dont l'objectif, ça serait de créer la vie miroir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que créer la vie miroir, c'est un processus en fait, d'ingénierie extrêmement complexe, avec beaucoup d'étapes. Et il faut réussir à voir où est-ce qu'il faut mettre les barrières. Si on laisse faire jusqu'à la dernière étape où il faut tout assembler, en gros on sait que ça va marcher, mais on se dit juste on met la barrière là, c'est peut-être trop tard, parce que ça veut dire que si on en arrive à cette étape-là, il y a peut-être un scientifique fou quelque part dans un laboratoire qui peut le faire. Donc il faut peut-être mettre des freins, des barrières sur des étapes amont de ce chemin technologique qui pourrait amener à cette vie miroir. Qu'est-ce que ça permettrait ? Pourquoi créer des bactéries miroirs, des molécules miroirs ? C'est une des raisons pour lesquelles moi je suis personnellement pas très inquiet de cette perspective, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt réellement majeur à le faire. Donc je pense que peut-être qu'une des raisons qui pouvaient pousser un peu des scientifiques à le faire, c'est simplement l'exploration de l'inconnu, l'idée de faire des choses juste aussi pour voir est-ce qu'on en est capable, qu'est-ce qu'on va apprendre sur le vivant en essayant de faire ces choses-là. Mais il n'y a pas, en tout cas à l'heure actuelle, d'intérêt économique qui pousserait à faire ça. Alors il y a des intérêts économiques de certaines molécules miroirs, mais il faut bien différencier le simple fait d'avoir une molécule miroir, d'avoir carrément une bactérie entière. Il y a par exemple certains médicaments actuellement sur le marché qui sont composés essentiellement d'acides aminés miroirs, donc des peptides, c'est des petites protéines qui sont miroirs et qui ont des intérêts, des propriétés pharmacologiques très intéressantes. Ça permettrait peut-être que les médicaments aient une efficacité prolongée, c'est ça ? Voilà, des peptides, voire même des protéines qui sont en gros des chaînes d'acides aminés encore plus longues que des peptides,
peuvent avoir des propriétés très intéressantes en tant que médicaments, notamment parce que comme ils sont de l'autre côté du miroir, en fait, ils sont largement invisibles à tous les mécanismes de notre corps qui permettraient de les dégrader, de s'en débarrasser, et ils sont aussi en grande partie invisibles à notre système immunitaire. Et ça leur donne en fait une durée de vie beaucoup plus importante dans notre corps. Ça fait qu'on peut concevoir potentiellement des médicaments qui, en une seule prise, vont durer beaucoup plus longtemps. Donc c'est des propriétés pharmacologiques très intéressantes, ce qui font qu'il y a un intérêt économique réel à développer ces médicaments miroirs, mais nous n'avons a priori pas besoin d'une vie miroir pour faire ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, on peut construire ces médicaments par des voies de synthèse chimique. La cellule est un peu on peut voir ça comme une usine chimique à assembler tout un tas de molécules complexes, dont l'ADN, les protéines et puis toutes les petites molécules qui font fonctionner la cellule. Et ces propriétés du vivant font que c'est très intéressant d'utiliser notamment des bactéries pour la production de médicaments. Il y a tout un tas de médicaments qui sont sur le marché actuellement qu'on fait faire produire par des bactéries, parce que les bactéries sont ces petites usines formidables. Mais il y a quand même une alternative qui est, au lieu de passer par des bactéries ou d'autres organismes pour produire ces médicaments, on peut les faire simplement par synthèse chimique en mélangeant des réactifs. Et ça, c'est faisable aussi pour des médicaments miroirs. Une des craintes, c'est quand même que si ce secteur, on va dire, se développe très fortement, ça pourrait pousser certaines personnes à se dire, bon, le faire en synthèse chimique, c'est quand même pénible. Si on arrivait à faire une bactérie miroir qui pourrait nous aider à produire ces médicaments par fermentation, ça serait plus facile. Et donc, à ce moment-là, si ce marché devient très grand, ça pourrait commencer à créer une pression économique pour créer de la vie miroir afin de diminuer les coûts de production de ces médicaments. Mais étant donné les risques et les dangers associés, je pense qu'on ne va pas y aller et je pense qu'il faut mettre les mesures en place pour ne pas y arriver. J'entends ce que vous dites, et effectivement il y a le mot économie qui revient, parce que la recherche, évidemment, doit être financée. Donc j'imagine que en fait, les recherches sur ce sujet-là auront lieu s'il y a des financements, et pour qu'il y ait des financements, il faut qu'il y ait des éléments concrets, hein. C'est bien ça que... Alors, il y a de la recherche appliquée, il y a de la recherche fondamentale qui sont financées. La recherche fondamentale peut être financée simplement pour, en gros, satisfaire la curiosité d'aller explorer certaines directions de recherche, d'aller mieux comprendre les mécanismes du vivant. Et ces financements de la recherche fondamentale sont absolument essentiels à la science en tant que telle. C'est quoi la recherche fondamentale? Parce que tout le monde ne le sait pas forcément. La recherche fondamentale, c'est l'idée de faire de la recherche, pas parce que ça va satisfaire à, on va dire, un intérêt économique, social, mais simplement parce que ça nous permet de mieux comprendre le monde autour de nous de manière générale. Et ce que vous dites, c'est que dans la recherche fondamentale, donc une sorte de curiosité de la vie, quelque part, il y a quand même un intérêt pour voir comment ça fonctionne. Oui, tout à fait. Les chercheurs, beaucoup sont juste motivés par l'idée de comprendre des choses que personne ne comprenait avant. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se lève tous les jours pour aller au travail. Alors ça arrive rarement, mais une fois, tous les quelques ans, souvent, pas plus souvent, on a un moment donné où ça y est, on se dit, là, j'ai compris quelque chose que personne d'autre au monde ne connaît. Et pendant l'espace de quelques semaines, quelques mois, le temps d'écrire une publication, etc., on est les seuls à avoir compris ça. Et c'est une des raisons qui nous font nous lever tous les matins. J'ai vu, il y avait une étude suisse qui montre par exemple qu'avec ce genre de choses, on pourrait fabriquer des médicaments dans la lutte contre le cancer par exemple, qui permettraient d'éviter les effets de certains traitements. Pour le patient, c'est aussi un confort important. Ça peut être bénéfique à cette aune-là. Je ne me trompe pas quand je dis ça. Ah, tout à fait, oui. Il y a un réel intérêt d'avoir des médicaments qui sont constitués de molécules miroirs
parce qu'ils peuvent avoir des propriétés pharmacologiques très intéressantes. Ils sont invisibles à des enzymes qui vont les dégrader, qui leur donnent cette durée de vie plus importante, mais le fait qu'ils soient invisibles à ces enzymes, invisibles en partie à notre système immunitaire, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'effets pharmaceutiques très importants. Ce qu'on peut voir comme image, c'est un peu celle d'une clé et d'une serrure. Beaucoup des enzymes, des mécanismes du vivant fonctionnent un peu avec ce concept-là. On a une serrure qui pourrait être une protéine et une molécule qui peut être la clé. Il faut que l'un rentre dans l'autre pour que ça marche. Si on prend une clé miroir, on comprend bien qu'elle ne va plus rentrer dans la serrure. Mais par contre, elle va peut-être rentrer dans une autre serrure ailleurs. Et donc ça peut aussi être source de problèmes en fait. D'ailleurs, il y a un cas tristement célèbre d'un médicament qui avait été développé dans les années 50, le thalidomide, où les chimistes qui avaient produit le médicament n'ont pas fait attention quand ils faisaient la synthèse du médicament. Au lieu de produire la molécule que d'un seul côté du miroir, ils l'ont produite des deux côtés du miroir. Donc il y avait ce mélange des deux formes du médicament. L'un était le médicament voulu qui soignait les gens, l'autre était une molécule très dangereuse qui a donné lieu à de nombreuses malformations chez des enfants. Et donc il a été vendu dans le commerce et ça a eu des conséquences dramatiques? Oui, ça qui avait été mis sur le marché, je crois, vers la fin des années 50 et avec des conséquences dramatiques. Alors, on s'en est rendu compte relativement rapidement et le médicament a été interdit. C'était quoi les conséquences précisément? C'était des malformations chez des bébés. En fait, ça pose des questions quasiment philosophiques. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer à faire de la recherche dans quelque chose qui serait par exemple susceptible d'aider à guérir des cancers, mais qui peut-être détruirait toute l'humanité et toute la vie? C'est quand même c'est compliqué. Alors, là où on est dans une situation qui, je pense, est quand même relativement confortable, c'est qu'on peut développer ces médicaments qui peuvent aider à guérir des cancers sans avoir besoin de créer la vie miroir. Et là où la vie miroir viendrait, ça serait vraiment uniquement comme moyen de produire ces médicaments de manière peut-être plus efficace, moins chère, etc. Mais est-ce qu'il faut sacrifier un coût de production d'un médicament au risque encouru pour la création d'une vie miroir? Je pense que le consensus est assez large pour dire qu'il ne faudrait pas le faire. Là, on parle des bactéries miroirs. Est-ce qu'il y a d'autres types de recherches aujourd'hui qui posent question? Parce qu'on peut vous dire, oui, là vous parlez des bactéries miroirs, mais il y a plein d'autres choses beaucoup plus prioritaires. Je pense en effet qu'il y a beaucoup de sujets qui sont bien plus pressants d'un point de vue éthique ou biosécurité que les bactéries miroirs. Un des sujets dont on commence à parler en particulier, c'est potentiellement sur notamment l'utilisation d'intelligence artificielle pour créer de nouvelles formes de vivants et potentiellement des nouveaux virus. Il y a par exemple un article qui vient de sortir là, très récemment, où pour la première fois, des chercheurs ont réussi à demander à une intelligence artificielle de recréer le génome d'un virus de bactéries. Donc les virus de bactéries n'infectent que les bactéries, ça ne présente en tant que tel aucun danger pour nous. En revanche, si on est capable de créer un génome d'un virus de bactéries et que ça marche, ce qui est le cas de ce qui vient d'être réalisé, est-ce qu'on serait du coup capable de le faire aussi pour des virus humains? Potentiellement, techniquement, oui. Et il y a tout un tas de virus humains qui ne sont pas plus compliqués que des virus de bactéries. Donc il y a des questions éthiques là-dessus, sur ces modèles qu'on va appeler des modèles génératifs, un peu à la ChatGPT, qui sont des modèles qui vont compléter du texte. On peut voir l'ADN. En fait, c'est un peu un texte comme un autre, entre guillemets, mais ce type de modèles-là sont capables de générer des séquences d'ADN cohérentes qui pourraient créer des nouvelles formes de virus. On sait lire du texte, on sait écrire du texte. Et en revanche, quand on regarde l'ADN, qu'on peut imaginer comme une autre forme de texte,
notre cerveau n'est pas du tout capable de comprendre juste en lisant une séquence d'ADN. Vous pouvez montrer la séquence d'un gène, ATT, GG, CA, GG, à n'importe quel scientifique. Personne ne sera capable de vous dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait, cette chose-là. On a besoin d'autres outils, d'autres choses pour interpréter, pour donner du sens à ça. Mais ces algorithmes d'intelligence artificielle qui sont juste capables de repérer des motifs de probabilité dans ces séquences d'ADN font ça très très bien et sont capables de générer des nouvelles séquences d'ADN qui peuvent être fonctionnelles. Ça pose quand même la question de qui peut mettre la main là-dessus. Je ne sais pas, il pourrait y avoir tel groupe terroriste qui pourrait décider de manipuler les virus pour attaquer. C'est possible ça ? On peut imaginer que ce soit possible, oui. Alors, les chercheurs qui ont fait ces travaux-là, c'est basé sur des modèles qu'on appelle ces large language models, vraiment comme des ChatGPT, qui ont été, au lieu d'être entraînés sur des textes de livres d'Internet et autres, ils ont été entraînés sur les bases de données de génétique. Les gens qui ont fait ces entraînements-là ont exclu de l'entraînement toutes les séquences connues de virus humains. Donc ça fait que le modèle n'a pas appris à quoi ressemble un virus humain et donc n'est pas capable d'en générer de nouveaux. Mais on peut très bien imaginer que quelqu'un d'autre de moins bien intentionné refasse ces entraînements en incluant ces séquences potentiellement dangereuses. Est-ce qu'à partir du moment où la technique, la technologie, la science permet quelque chose, est-ce que vraiment on s'interdit de chercher ? Je pense que si la science permet quelque chose et qu'il y a derrière un gros intérêt économique à le faire, en effet, là, je pense que c'est dur de l'empêcher. Après, on est quand même capable d'imposer des limites. Le vol est interdit. Il y a un intérêt économique à voler. Il y a des lois qui l'empêchent. On peut quand même vivre dans une société avec des règles qu'on fait respecter. Mais bien sûr, il y a des limites et quand il y a des choses qui sont particulièrement dangereuses, il faut parfois y faire très attention. Oui. Il y a quand même des chercheurs qui ont un peu dépassé les bornes, notamment les bornes, donc les bornes éthiques. Je pense alors j'ai mal prononcé son nom sans doute, le scientifique chinois He Jiankui, si je prononce bien, j'en suis désolé si ce n'est pas le cas, qui en 2018, ce scientifique chinois en fait, il a fait naître 3 bébés génétiquement modifiés. Évidemment, toute la communauté scientifique s'est indignée. Lui, s'il a fait ça, c'est parce qu'il y a 2 jumelles qui sont nées notamment parce que leur père, en fait, avait le VIH. Et il a modifié génétiquement, dites-moi si je me trompe, il a modifié génétiquement pour que les jumelles, en fait, n'aient pas le risque d'avoir le VIH. Mais donc, il a modifié le vivant, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Lui, il se vit comme un Louis Pasteur, en fait. Il dit « je suis à l'origine de quelque chose et dans des années, on m'en sera redevable ». Mais d'autres ont dit « c'est le début des dérives oui. ». Non, clairement, lui a fait ça en se disant qu'il allait avoir le prix Nobel grâce à ses travaux, etc. Alors qu'il y avait un consensus, pour le coup, très clair dans la communauté scientifique au moment où il a fait ses travaux pour dire que les technologies de modification génétique, basées notamment sur CRISPR-Cas... Alors qu'on dise de quoi il s'agit ? Alors, CRISPR-Cas, c'est... on peut voir ça comme des ciseaux à ADN qu'on est capable en fait de programmer pour aller couper un endroit précis dans l'ADN. Et donc grâce à ça, on est capable par exemple d'aller soit inactiver un gène qui va être responsable d'une maladie ou potentiellement tenter de réparer un gène et de soigner une maladie génétique. Et il y a des promesses thérapeutiques très importantes. Il y a maintenant même eu plusieurs essais cliniques qui ont eu du succès. Il y a des médicaments qui ont été approuvés pour soigner certaines maladies basées sur ces outils CRISPR. Mais il y a aussi un débat qui continue sur est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour modifier génétiquement des embryons et avoir en gros des hommes génétiquement modifiés. Il y a une différence fondamentale en fait entre soigner un adulte avec ces technologies-là, parce qu'on va soigner en fait les organes développés, on ne va pas affecter en fait sa descendance. Les cellules de nos poumons ne sont pas impliquées dans nos organes reproductifs et donc ça n'affecte pas nos enfants. Tandis que si on modifie génétiquement
un embryon, et c'est toutes les cellules de l'être qui sont modifiées, et là, en fait, on commence à modifier génétiquement l'espèce humaine. Il y a donc trois bébés qui sont nés de ça, hein. 2 jumelles et un enfant en Chine, donc. On sait ce qu'ils sont devenus? Alors, je ne pense pas qu'on sache, pas ma connaissance. Je suppose que les autorités chinoises gardent ça, sans doute aussi pour protéger les enfants en question. Oui. Dans les résultats même en fait de ce He Jiankui, les modifications génétiques n'avaient pas été faites de manière parfaite. Il y a, je crois, au moins l'une des 2 petites filles qui est née qui avait ce qu'on appelle un mosaïcisme, c'est-à-dire que la modification avait fonctionné sur une copie du chromosome mais pas sur l'autre. Mais au-delà de ça, en fait, il y avait un consensus très large pour dire que ces outils n'étaient pas prêts du tout à faire ce genre de modification, même au-delà des conséquences éthiques sur le fait de commencer à modifier génétiquement l'espèce humaine, le fait que ces outils étaient réellement dangereux pour les enfants, parce qu'il y a plein d'effets potentiellement indésirables de ces outils. Ça veut dire quoi? Effectivement, vous parlez qu'est-ce que ça veut dire sur la personne en question qui existe, qui est née? Alors, on peut espérer que ces enfants vivent en bonne santé, mais il y avait un risque réel à, par exemple, créer une mutation ailleurs dans leur génome qui puisse, par exemple, être responsable d'un cancer. Et c'est un risque à l'époque où He Jiankui a fait ses travaux qu'on ne maîtrisait pas. Alors peut-être qu'on le maîtrise un peu mieux aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Et au-delà de ça, il y a bien sûr toutes ces questions éthiques de modifier des embryons, qui à mon sens doit être un choix de société et pas un choix fait par un scientifique dans son coin. The world has moved on to the stage for embryo gene editing. There will be someone somewhere who's doing this. If it's not me, it's someone else. Donc il a fait 3 ans de prison quand même, la Chine, le gouvernement chinois l'a mis en prison, mais il en est sorti, et puis là, je crois que maintenant, il souhaite introduire dans des embryons une mutation génétique identifiée dans la population islandaise qui exposerait moins à la maladie d'Alzheimer l'être humain, parce que sa mère, en fait, a Alzheimer, et donc il dirait, lui, il dit, grâce à la science, je vais pouvoir faire en sorte que les gens n'aient pas Alzheimer, et donc je vais modifier l'humain. Donc, j'ai envie de dire, ça part d'une bonne intention, mais ça ouvre la porte à la modification de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vraiment des questions qui sont fascinantes, hein, mais qui, je pense, appellent vraiment à des débats publics et à des choix de société. Je pense que tout le monde peut être assez facilement d'accord sur le fait de soigner un enfant malade d'une maladie génétique grave si on a le moyen de le faire. Mais en fait, il y a une forme de continuum entre soigner une maladie génétique grave et faire ce qu'on va appeler de l'amélioration génétique. Alors l'amélioration génétique, purement parlé, ça peut être faire des modifications pour augmenter la masse musculaire, par exemple. Hein, ça, on sait les gènes impliqués, on pourrait le faire. Mais entre les deux, il y a par exemple modifier des risques d'avoir une maladie, modifier voilà, des choses un petit peu entre les deux. Donc ça pourrait être le cas d'Alzheimer, ça pourrait être le cas de modifier des risques d'avoir des cancers. Est-ce qu'il faudrait autoriser des parents à modifier génétiquement des embryons? Alors ça suppose quand même passer par une fécondation in vitro, une modification génétique, une implantation d'embryon. Est-ce que c'est des genres de choses qu'en tant que société on souhaite autoriser ou pas? Voilà, il faut y réfléchir. Sur ce chercheur chinois, je crois que même sa compagne, elle avait une idée qui était vraiment étonnante. C'est qu'elle disait que les animaux domestiques n'étaient pas assez fun et elle voulait créer des lapins fluorescents, mais pour le coup juste pour le fun. Donc c'est juste, je dis ça, c'est un peu amusant, mais c'est pour montrer que ça ouvre aussi la porte à tout. Effectivement, on peut créer des lapins fluorescents pour s'amuser. Alors ça a été fait d'ailleurs avec des plantes, des pétunias, je crois si je ne dis pas de bêtises. Il y a une société américaine qui vend des pétunias qui font des fleurs luminescentes. Donc on éteint la lumière et puis ça brille dans le noir, un peu comme à la Avatar ou quelque chose comme ça. Ça existe ça? Ça existe. Ah, c'est sympa comme cadeau. Voilà. Mais cela dit, je rigole là, mais quelque part, les OGM, la manipulation du vivant, elle existe déjà. Quand on crée du maïs pour qu'il résiste mieux, donc la question c'est où c'est qu'on met la limite, non? Mais on manipule déjà le vivant. Tout à fait. Il y a des fois un aspect un peu
paradoxal en fait des fois de la position des Européens qui est, je pense, assez unique au monde sur le fait de vouloir vraiment interdire de manière très stricte les OGM, qui font qu'en fait on se retrouve en fait d'une manière ou d'une autre à consommer des produits des OGM, même si ce n'est pas forcément des plantes entières. Et par ailleurs, en fait, on bénéficie de thérapies géniques qui font que certains d'entre nous sont modifiés génétiquement d'une manière ou d'une autre. Donc on peut être des fois des hommes génétiquement modifiés qui ne voulons pas manger de plantes génétiquement modifiées. Alors après, c'est un choix qui peut être tout à fait logique et qu'on peut fonder. Quand vous dites des hommes génétiquement modifiés, c'est-à-dire qu'on comprenne bien? C'est un patient qui reçoit une thérapie une thérapie génique. Alors il y en a peu pour l'instant. C'est quoi? On peut prendre l'exemple de ces nouvelles thérapies CRISPR qui soignent par exemple la bêta-thalassémie, des maladies du sang ou la drépanocytose, qui sont des maladies liées à la production d'une mauvaise hémoglobine, cette protéine qui transporte l'oxygène. C'est des maladies qu'on sait maintenant soigner grâce à des thérapies géniques basées sur CRISPR. Et donc il y a des patients qui bénéficient maintenant de ce type de thérapie qui donc de facto sont des êtres humains génétiquement modifiés. Effectivement, il y a un côté positif dans les êtres humains génétiquement modifiés parce que ça permet de guérir de maladies. Si j'entends ce que vous dites, c'est que si on met ça en rapport avec le maïs, par exemple, génétiquement modifié qu'on ne veut pas manger, effectivement, il y a un côté où c'est qu'on met la limite. Oui. Il y a une autre question, c'est qui met la limite? Ça, c'est une question majeure. C'est que ce que vous dites, c'est là, si on a tout ce débat-là, c'est parce que les scientifiques ont voulu mettre ça publiquement en jeu. Les médias en parlent, là, on s'en parle, on est sur YouTube, sur les réseaux sociaux, les gens vont pouvoir se faire une opinion. C'est une volonté, justement, des scientifiques de faire preuve de transparence. C'est ça aussi l'idée? Je pense que c'est clairement important pour les scientifiques d'en parler, de vulgariser aussi ces sujets, parce que comme je dis, moi je suis persuadé qu'il ne faut pas que ce soit les scientifiques qui prennent ces décisions-là, en tout cas pas seuls, ils doivent être là pour apporter des éléments techniques, des éléments de réflexion, mais c'est des choix qui touchent à nos sociétés. Donc c'est des choix qu'il faut faire de manière commune. Mais qui va décider? Parce que si ce n'est pas les scientifiques, c'est qui? C'est les politiques? C'est le peuple? Déjà, il y a une connaissance technique que moi, par exemple, je ne sais pas. J'ai du mal à avoir un avis parce que je ne connais pas tous les éléments techniques. En effet, c'est les politiques, c'est au travers des lois qu'on vote. Et il y a au Parlement, il y a un office parlementaire des technologies qui s'intéresse à ces questions-là, qui fait d'ailleurs de très bons rapports techniques mis à disposition des parlementaires pour qu'ils puissent justement se renseigner sur ces sujets et tenter de faire ces votes de manière bien informée. On arrive au terme de notre conversation. Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Je voudrais juste, en guise de conclusion, peut-être parce que j'imagine que des gens vont regarder cette vidéo. J'espère qu'ils seront arrivés à la fin. Si vous êtes encore là, peut-être qu'on peut s'adresser à personnes qui nous regardent. Et qui vont peut-être être inquiets. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on se dit là, à mon avis, quelqu'un qui regarde cette vidéo qui n'y connaît rien et qui arrive là et qui se dit « Ah bon, mais tous ces risques, vous avez l'air plutôt serein. » Ouais. Est-ce qu'il faut être inquiet et comment vous percevez le futur dans toutes ces questions, notamment de la vie miroir? En fait, je pense qu'il faut toujours aussi se poser la question de cette balance bénéfice-risque et il faut voir aussi les bénéfices majeurs en fait, auxquels on peut s'attendre en fait, de tous ces développements technologiques également. Alors je ne parle pas de la vie miroir parce que moi je ne vois personnellement pas d'intérêt économique majeur à développer de la vie miroir, mais en revanche toutes les technologies, même d'intelligence artificielle, qui améliorent énormément notre compréhension du vivant, notre capacité à faire des nouvelles modifications génétiques plus intelligentes, et ben, ça peut amener à faire des nouveaux médicaments pour soigner de plus en plus de maladies. Il y a des entreprises américaines basées sur des nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui disent qu'elles vont soigner toutes les maladies. Alors, est-ce qu'il faut y croire ou pas, je ne sais pas. Mais au-delà de la santé, c'est des technologies qui vont contribuer à nous faire peut-être aussi rentrer dans des technologies plus
sustainable, je ne sais plus comment dire en français, oui, durable. Voilà, il y a tout un tas, par exemple, d'industries chimiques très polluantes qu'on pourrait imaginer remplacer par des réactions enzymatiques ou des choses faites par de la fermentation, par des bactéries qui pollueraient beaucoup moins. Il y a beaucoup de... En fait, ça touche à tous les domaines, hein, que ce soit... On a souvent peur de la science aujourd'hui, plus que par le passé d'ailleurs, mais que la science a quand même des effets positifs, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, la science, et y compris l'ingénierie génétique, a énormément d'effets positifs. En santé, mais pas que, dans l'industrie chimique, dans l'industrie des matériaux. On peut imaginer créer de nouveaux matériaux avec des propriétés très intéressantes grâce à des technologies d'ingénierie génétique. Ça contribue à une vision d'une industrie aussi qui, à terme, va être moins polluante, va faire des choses toujours plus formidables au bénéfice de l'humanité. Toute dernière question, à titre plus personnel, puisque vous êtes chercheur, ça fait des années que vous êtes chercheur. Comment, quand on est chercheur comme vous, à titre personnel, hein, vous vivez l'époque aujourd'hui, avec cette intelligence artificielle qui arrive, avec tous ces questionnements aussi, j'imagine que ça touche aussi à votre propre éthique, quelque part, dans vos recherches. Comment vous le vivez, ça? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que dans 20 ans, j'aurai encore un travail déjà? À cause de l'intelligence artificielle? Non, enfin, pour moi, c'est une période très excitante parce qu'il y a énormément de nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir. On a de plus en plus d'outils qui accélèrent la manière dont on fait notre recherche au quotidien. Sur l'intelligence artificielle, on peut parler par exemple d'un outil qui s'appelle AlphaFold qui a été développé par Google et qui permet de prédire la manière où les protéines se replient dans l'espace. Les protéines, c'est ces chaînes d'acides aminés. Pour remplir leur fonction, eh bien, elles se replient en forme de machines moléculaires et comprendre cette forme, c'est un des aspects absolument fondamentaux à toute recherche en biologie. Et ça a été une percée formidable pour nous et c'est des outils qu'on utilise maintenant quotidiennement au laboratoire et qui accélèrent énormément nos recherches. Et des outils comme ça, il y en a de plus en plus qui arrivent, j'ai envie de dire presque tous les jours. Donc le rythme de nos recherches s'accélère, on va découvrir de nouvelles choses, on va développer de nouveaux médicaments et peut-être qu'un jour, en effet, l'intelligence artificielle nous remplacera complètement, on n'y est pas encore, mais c'est des choses à suivre. Je vous le souhaite pas. Merci beaucoup en tout cas.